Je vous dis bonjour. On est ravis que la salle est tellement pleine et que vous êtes tous venus écouter cette table ronde qui a comme sujet la réconciliation entre la France et l'Algérie et à quel point le modèle allemand entre la France et l'Algérie pourrait être un modèle. Qu'est-ce qu'il y a éventuellement comme exemple et comme leçon à tirer de cette relation franco-allemande qui pourrait servir aussi pour améliorer les relations entre la France et l'Algérie. Donc, vous savez que, en fait, cette année, il y a les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. On a vécu une crise diplomatique assez grave l'année dernière entre les deux pays. Donc, on va s'occuper de la question quelles sont les voies possibles d'un rapprochement entre la France et l'Algérie. Pourquoi ces deux pays ont tellement de difficultés de surmonter ce passé colonial? Quel rôle peut jouer aussi la jeunesse de ces deux pays pour participer à ce rapprochement? Et on va voir quelles dynamiques peuvent se mettre en place aussi éventuellement au sein d'un triangle franco-algéro-allemand qui sera plus tourné vers l'avenir. Pour toutes ces questions qui semblent bien compliquées, on a des experts sur le plateau et on a un expert qui n'a malheureusement pas pu venir mais qui est à Londres et que vous allez voir en visioconférence. Donc je vous présente à ma droite Karima Diresh, qui est directrice de recherche au CNRS, à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence et qui est historienne spécialisée sur le Maghreb contemporain. Je suis ravie que vous soyez là. À ma droite, c'est Klaus Leggevi, un politologue allemand qui a déjà fait une thèse sur le système colonial français en Algérie en 1979 et suit le sujet depuis ce temps-là, donc depuis très longtemps. Et à Londres, on va retrouver Idriss Djebari, qui est chercheur universitaire au Trinity College à Dublin et qui a beaucoup travaillé sur les changements sociaux et politiques au Maghreb. Bonjour, on est désolé que vous n'avez pas pu venir, mais ravi que vous soyez là quand même. Et je me présente aussi, je suis journaliste allemande, correspondante du magazine l'hebdomadaire, enfin magazine politique allemand Der Spiegel, et je suis la chef du bureau de Der Spiegel à Paris. Alors, on s'est dit, pour faire une introduction dans ce sujet, le mieux, ça serait peut-être qu'on donne l'occasion à nos intervenants d'exposer brièvement, et vraiment brièvement, en 2-3 minutes, leurs idées, comment on pourrait faire pour améliorer ces relations, quelles sont les difficultés. Et tout d'abord, donc, je vais demander à Klaus Leggevi d'exposer les points les plus importants. Merci. C'est déjà clair que je suis un grand-père ici. Très ravi d'avoir un public très jeune. Merci pour voir. Ma thèse, j'ai une proposition, j'ai une utopie concrète à bas les murs. C'est le sujet de notre conférence. Je veux exprimer une volonté politique, c'est-à-dire le duo franco-allemand, franco-allemand et franco-algérien, les deux duos devraient devenir un triangle, une triangulation orientée vers l'avenir de la Méditerranée. La réconciliation franco-allemande après 1945 peut servir de modèle pour le travail sur le passé sans aucun paternalisme allemand de la part de puissances ex-coloniales comme l'Allemagne et la France. Et pour les présents, il convient que les Allemands et les Français s'intéressent davantage aux hiérarques, au mouvement démocratique et à la société civile algérienne, et que ceux-ci s'intéressent davantage à l'Europe. Et l'avenir gagne une alliance de transformation transméditerranéenne, post-pétrole and gas, basée sur les énergies renouvelables. C'est l'utopie concrète, former l'Union transméditerranéenne sur la base d'une nouvelle politique d'énergie pour la protection du climat, etc. C'est ma thèse, c'est une utopie, je sais bien, mais il faut travailler pour gagner l'avenir.
Merci, c'était bien court. Madame Diresh, quelles sont les limites d'une telle coopération? À quel point l'Allemagne pourrait aider aussi à améliorer les relations et à surmonter les obstacles qui existent toujours entre la France et l'Algérie? Alors l'utopie, elle est très belle, d'imaginer de sortir du duo conflictuel entre l'Algérie et la France avec la médiation de l'Allemagne qui viendrait avec son modèle de réconciliation, donc avec la France, proposer d'autres horizons d'attente. Oui, c'est une utopie très belle, mais moi, j'y crois pas beaucoup, en fait. J'y crois pas beaucoup pour des raisons qu'on va expliquer tout à l'heure, parce que, comme vous le savez, la réconciliation qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale répond en fait vraiment à un contexte historique et politique très très particulier, et aussi répond à une volonté des deux leaders de l'époque, en fait, entre Adenauer et le général de Gaulle. Ce qui est très compliqué, on n'a pas du tout le même type de... On n'a pas les mêmes conditions en Algérie pour cette réconciliation entre la France et l'Algérie, pour toute une série de choses qu'on aura l'occasion effectivement de développer. Donc cette question de la médiation de l'Allemagne dans l'apaisement des relations entre la France et l'Algérie, elle pourrait se faire sur peut-être certains types, certains terrains, mais moi j'ai des grandes interrogations là-dessus. Puisqu'on va élaborer ça tout à l'heure, c'est tellement différent d'avoir vécu un pays colonial qui était présent en Algérie depuis 1830 jusqu'en 1962, tandis que l'Allemagne et la France se sont retrouvées dans une guerre mondiale avec beaucoup de participants, et l'Allemagne était de toute façon vaincue, et tout le monde était d'accord pour qui était l'agresseur. Et voilà, donc le contexte était bien différent, on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole à Idriss Djebari à Londres, qui va parler, si j'ai bien compris, des jeunes en Algérie et aussi du poids de la mémoire entre la France et l'Algérie. Merci beaucoup et encore désolé de ne pas avoir été avec vous aujourd'hui. J'aimerais développer 3 idées très rapidement qui sortent de cet ouvrage sur lequel on avait travaillé, qui parle de la relation franco-allemande vue de l'extérieur. Et la première idée sort en quelque sorte du rôle de la société civile et de la culture notamment. Parce que l'opinion publique est souvent reléguée à un acteur un peu secondaire, alors qu'on se rend compte, en particulier dans le cas entre la France et l'Algérie, qu'elle joue un rôle très important, que ce soit positif ou négatif. La société civile peut faciliter le rapprochement, ou alors la masse énervée ou négative peut en quelque sorte mettre à l'échec toute initiative de rapprochement. Ce qui me mène à la deuxième question, qui est celui de l'histoire thérapeutique. Il y a eu beaucoup de... Ah, on a un petit problème. Là, voilà, vous étiez juste en arrêt, mais là, vous pouvez continuer à parler, je crois. Il y a eu la deuxième idée, c'est de réfléchir au type d'histoire qu'on veut écrire. On a mis beaucoup d'attention sur la question de penser à l'histoire, le rapport de l'historien Benjamin Stora, mais on se pose rarement la question du type d'histoire qu'on aimerait écrire, cette histoire notamment qui parfois perpétue les causes de conflit plutôt que de se rapprocher. Parce que cette histoire, comme l'écrit un des contributeurs dans ce chapitre, ne réfléchit pas toujours à quel futur on veut mettre en place. Ce qui me mène à la troisième question, qui est notamment celui du désir des jeunes aujourd'hui, et comment est-ce que les intentions ou le désir de couper avec le passé peut faire partie ou peut faire la première étape pour aller de l'avant. Et on a eu l'occasion de rencontrer des jeunes à Tunis grâce à l'OFAGE et de travailler ensemble. Et on s'est rendu compte de l'importance du poids de l'élément émotionnel dans cette réconciliation-là.
Et donc, comme le dit Ulrich Piefel dans cet ouvrage, la réconciliation, c'est aussi d'abord réapprendre à vivre ensemble et à déterminer quel type de futur on voudrait mettre en place. Et c'est dans cette optique-là que je conclurai pour dire que la réconciliation, ce n'est pas uniquement ça commence à mettre en place des initiatives comme des rencontres ou alors des initiatives culturelles, réécrire l'histoire ou alors la mettre au premier plan, mais aussi dans l'optique du futur et réfléchir quel type de relation deux pays aimeraient avoir ensemble. Merci. Merci à vous. Bon, on va reprendre un tout petit peu ce qui a été dit. Donc, on a l'impression que, Klaus Legevi, vous êtes très optimiste avec ces relations qui pourraient se faire entre la France, l'Allemagne et l'Algérie, et l'Allemagne pourrait avoir un rôle positif. Si on s'éloigne dans un premier temps de toutes les difficultés qu'il peut y avoir, quels sont peut-être les exemples concrets qu'on peut prendre de cette amitié et relation franco-allemande qui dure depuis 1963, avec une multitude de programmes d'échanges universitaires, d'échanges des jeunes déjà avant, des programmes culturels, des bourses, puisque c'est ça ce qui a été mentionné par Idriss Djebari, le vécu ensemble, la connaissance profonde de l'autre pays. Donc, est-ce qu'il y a pour vous, je ne sais pas, peut-être 3 choses qu'on pourrait mettre en vie tout de suite et qui sont des exemples qui ont eu du succès dans cette relation franco-allemande? Bien sûr, 2/3 de cette ville, Caen, étaient détruits pendant la guerre. Et quand même, il y a un jumelage, une amitié entre la ville de Caen et la ville de Würzburg en Allemagne. C'est-à-dire, après 20 ans de conflits et de post-conflits, il y avait maintenant une certaine réconciliation, une vraie réconciliation, soi-disant. Les gens ont parlé entre eux, ils se sont fait visite dans les deux villes, etc., etc. Et ça, c'était le cas pour, je crois, 250 villes de l'Allemagne et la France, ou en plus. Ce n'est pas seulement le maire qui se visite, ce sont les gens qui parlent, qui ont des contacts, etc., qui travaillent ensemble sur les problèmes actuels et du futur, par exemple la protection du climat, etc. Et l'exemple de Caen et Würzburg est exemplaire dans ce cas, et je ne crois pas qu'il y a trop de différence entre les deux cas. Le couple, le duo franco-algérien est complètement stérile. Il sclérotise pour le moment les relations entre les deux pays, mais la société civile en France et en Algérie est pour une réconciliation, je suis sûr, par surtout la jeunesse. Plus de 50% de la population algérienne est sous 30 ans. En dessous de 30 ans, 54%. 50%. C'est-à-dire la jeunesse s'intéresse moins à la guerre franco-algérienne, mais pour le futur. Et je crois que c'est la base d'une réconciliation. Et les hommes d'État, très très vieux, Ils se rappellent. Hein. Ils sont contre ça. C'est-à-dire, ils sont fixés sur la question de la guerre, de la répétence, de la réparation, etc. Il ne faut pas jamais parler sur l'histoire conflictuelle sans mentionner le potentiel des relations pour les deux pays. Et je crois, dernier mot, je crois que la triangulation était aussi très utile dans le cas franco-allemand déjà, parce qu'il y a une troisième partenaire, c'était l'Europe. Les deux pays étaient intéressés de construire l'Europe commune dans les années 50. Et c'est là une triangulation. Il y avait la triangle, c'est pas seulement la France et l'Allemagne, c'était aussi une partenaire, disons, imaginaire, c'était l'Europe commune qui s'est créée au fin des années 50 ou début des années 60.
Et c'était quand même le duo franco-allemand qui a vraiment dynamisé cette Europe commune. Alors, je ne crois pas que la différence, je suis comparatiste, on peut même comparer les pommes et les poires, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire on peut comparer beaucoup de choses et je crois que c'est très utile de comparer ces deux cas. Il y a des différences énormes, c'est vrai, mais le conflit entre la France et l'Allemagne est beaucoup plus vieux que le conflit franco-algérien. Ça date depuis du XVIIe siècle. Il y avait 3 guerres avec hécatombes de morts, etc. C'est beaucoup plus courte, cette conflit franco-algérien. Le colonialisme est un crime, comme disait le président Macron. C'est vrai, il faut travailler sur ce thème. Il y a beaucoup de thèmes entre les deux pays qui ne sont pas mentionnés. Par exemple, les harkis. C'est un problème très violent en ce qui concerne ces gens qui ont lutté à côté des Français dans la guerre de libération et qui vivent maintenant en France. C'est un problème très, très malheureux et ouvert. Il y a aussi ceux qui étaient rappelés dans votre âge, un peu plus vieux que vous, à 19 ans, 20 ans, dans l'Algérie. On peut comparer ces jeunes gens qui étaient rappelés en Algérie avec des soldats russes qui sont maintenant rappelés pour lutter en Ukraine. C'était presque la même situation. On a dit c'est une opération spéciale, c'est pas une guerre, c'est une opération policière. Et vous êtes là pour défendre la France qui va de Dunkerque à Tamanrasset. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à ce niveau-là, échange, jumelage, rencontre des jeunes, programmes culturels, les choses pourraient avancer même en parallèle par rapport à un niveau des contrats et des accords politiques? Alors oui, moi je rappelle effectivement qu'entre la France et l'Allemagne, c'est plus d'un siècle d'hostilité ponctué par les 3 guerres que l'on vient d'évoquer. Et ce siècle-là s'achève effectivement par cette fameuse amitié franco-allemande, donc qui a été signée par le traité de l'Élysée en 1963, et qui fait que les Français et les Allemands, à ce moment-là, ont décidé de considérer que le passé de l'un était le passé de l'autre. Ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on est concerné par le passé de l'autre. Voilà. Et qu'on ne va pas le rejeter ou considérer que non, on ne peut pas imaginer que le passé des Allemands, c'est la même chose que le passé des Français. Et ça, c'est absolument fondamental. Et le traité de l'Élysée, en fait, cette amitié franco-allemande, elle va accoucher de plusieurs actions communes. On a parlé des jumelages des villes. Ça, c'est évident, parce que le jumelage des villes, on est par le bas. Les gens se rencontrent, les gens parlent les langues de l'autre. Voilà, il y a toute une série de choses qui se font entre les individus. Il y a cet organisme incroyable qui est l'OFAGE, l'Office de la jeunesse, l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui a mis en place toute une série de mesures, effectivement, qui facilitent, bien évidemment, ce rapprochement. Il y a l'université franco-allemande. Il y a aussi ce fameux manuel franco-allemand d'histoire. Et là, on va revenir sur cette histoire, justement, d'un passé conflictuel. J'imagine juste le jumelage franco-algérien. Il existe ce jumelage, en fait, dans les papiers, dans les conventions, etc. Il existe entre Alger, je ne sais plus qui, enfin bon, j'ai oublié les jumelages. Mais je vous donne un exemple. Voilà. Comment c'est possible, dans le cadre d'un jumelage, de faire un peu bouger les gens, mettons, de faire venir des jeunes Algériens en France. Pour les faire venir, il faut des visas. Déjà, ils sont soumis à une procédure de visa. Il n'y a pas une mobilité fluide, etc. Et même dans le cadre des jumelages, où on peut imaginer que c'est quelque chose d'un peu privilégié en termes de coopération, les visas ne sont pas accordés facilement. Donc, c'est toute une procédure longue, coûteuse, en fait, toute une série de choses. Donc, rien que ça. Voilà. Imaginons
là, quand le président Macron est revenu donc d'Alger le mois dernier, vous avez vu, donc pour la célébration du 60e anniversaire de la guerre d'Algérie, ils se sont entendus oralement sur l'idée, effectivement, qui ressemble à cette coopération franco-allemande, qui est l'Office franco-algérien de la jeunesse. Ça semble magnifique dans les papiers. On attend de voir venir pour l'instant. Voilà. Revenons à ce manuel. Imaginons des historiens algériens et des historiens français écrire ensemble une histoire commune de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Mais on ne part pas du tout sur les mêmes récits. On est loin, mais très loin d'être d'accord sur des versions communes. Absolument pas. C'est ça, c'est un vrai souci. Je tiens à vous dire quand même que le manuel d'histoire franco-allemand, il a été lancé en 2006, c'est-à-dire quasiment 40 ans après la signature du traité de l'Élysée. C'est tout un brainstorming, il faut se mettre d'accord, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on soit d'accord sur les chiffres, qu'on soit d'accord sur toute une série de choses qui fait que ce récit commun qui va être écrit en français et en arabe ne pose aucun problème et aucune résistance idéologique et politique. Je vous donne juste un exemple. Voilà, une résistance énorme entre la France et l'Algérie. Le bilan des victimes de la guerre d'Algérie. Les Algériens, c'est 1,5 million de morts. Les chiffres des historiens français sont entre 250 000 et 480 000 morts. Si vous remettez en question les 1 million de martyrs morts pendant la guerre d'Algérie, c'est impossible, c'est quasiment un délit, puisque le chiffre est véritablement porté en chiffre totem. C'est-à-dire, c'est véritablement ce chiffre qui n'est absolument pas remis en question. Si vous le remettez en question, même avec une argumentation comptable historique, on va considérer que c'est un acte antinational, c'est une trahison, c'est un sacrilège envers justement le sacrifice des glorieux combattants. C'est très compliqué, c'est pas évident du tout. Il y a toute une série de choses. Klaus Lengergi a parlé des harkis. Mettons les harkis au centre du récit historique commun. C'est pas demain la veille qu'on va s'entendre sur quelque chose. Aujourd'hui encore, en Algérie en 2022, le harki, c'est-à-dire cet Algérien qui a combattu aux côtés de l'armée française pendant les 8 années de guerre très très violente, donc entre 54 et 62, du côté algérien, les harkis sont considérés mais comme des traîtres à la nation et comme les collaborateurs qu'il y a eu pendant la guerre d'occupation allemande en France. Donc il y a toute une série de points de résistance et d'achoppement qui font que cette question du récit commun, qui en effet, moi je suis historienne et je crois au récit réparateur, je crois que l'histoire peut réparer. Elle ne va pas consoler, mais elle va expliquer ce qui s'est passé. Quand on explique, ça calme, ça apaise. Je crois à ce récit réparateur. Mais là, pour l'instant, on n'y est absolument pas. On est sur 2 versions antinomiques du récit de la colonisation et de la guerre. Est-ce qu'une réconciliation peut se faire sans avoir demandé pardon, sans avoir admis les faits qu'il y a eu, et laissant jusqu'à ce jour ce grand écart que vous avez illustré avec le nombre de victimes, c'est-à-dire que on revient, malgré les 3 guerres et des relations difficiles depuis très longtemps, à l'Allemagne et la France. L'Allemagne était vaincue en 1945. Il y a eu des contrats, des armistices signés. Donc les choses étaient claires. L'ancien régime n'était plus là. Et les Allemands étaient condamnés, heureusement, à construire un gouvernement démocratique selon des règles démocratiques contrôlées par les Alliés, qui avaient les 4 zones d'Alliés en Allemagne. Donc c'était un contexte quand même totalement différent. Ma question que j'aimerais poser à Idriss Djebbari, que j'ai vu, vous êtes d'accord apparemment avec ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'une vraie réconciliation est possible sans qu'il y ait eu du côté français
la reconnaissance des faits. Oui, on a commis des crimes ou des crimes de guerre. Et on vous demande pardon, si c'est peut-être pas d'une façon globale, au moins par rapport à des événements précis où on sait que c'était des crimes de guerre. Donc, est-ce que c'est pas toujours le grand obstacle au niveau politique, the elephant in the room, comme vous dites en anglais, qui empêche que ça peut vraiment se faire? Oui, alors déjà j'ai envie de répondre, ça dépend pour qui. Alors il y a une classe politique pour laquelle l'excuse officielle, demander des pardons de manière officielle, c'est la condition sine qua non pour commencer toute discussion. Et on sait à travers plusieurs études que l'excuse officielle a un poids énorme symbolique, mais que certains pays parfois refusent de la présenter parce qu'elle peut avoir des implications juridiques et éventuellement financières, c'est-à-dire de demander des réparations. On voit ça notamment aux États-Unis avec la question de l'esclavage. On a vu ça dans plusieurs contextes historiques, ce qui fait que l'excuse officielle, je pense, est importante, mais elle est attachée avec beaucoup d'autres valeurs et d'implications qu'on ne peut pas sous-estimer. Et j'ai commencé ma réponse par dire ça dépend pour qui, parce que peut-être pour d'autres personnes, et là j'aimerais rejoindre ce que les deux interventions précédentes ont touché, qui fait qu'on ne peut pas penser à la question de la mémoire de manière séparée ou divorcée de la question de la politique en général. Vous avez dit que pour l'opinion publique, la question de la guerre peut être assez distante des considérations des jeunes d'aujourd'hui et qu'on peut passer à autre chose. Mais je pense qu'on ne peut pas passer à autre chose sans avoir mis en place un autre récit, un autre narratif. Et cet autre narratif, il n'a peut-être pas besoin d'être dans une optique manichéenne ou duel, comme ce que Madame Diresh vient d'expliquer, mais peut-être qu'il y a d'autres histoires qu'on peut écrire et mettre dans la sphère publique afin que l'histoire ne soit moins qu'il y ait moins d'enjeux attachés à cette histoire-là, d'une part comme d'autres. On l'a vu dans les dernières élections présidentielles aux États-Unis, en France, pardon, ou les dernières, ou alors dans le narratif de légitimation de l'État algérien aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un moyen de mettre en place d'autres histoires pour que cette histoire de la guerre soit peut-être active moins d'émotions, si c'est possible. Je pense notamment à une histoire de la relation entre la France et l'Algérie dans les années 60 et 70, qui est souvent ignorée, ou alors d'autres histoires qui peuvent mener jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que la demande d'excuses est nécessaire? Je pense uniquement si on se met dans un cadre très particulier qui est de réconciliation interétatique. Mais si on y réfléchit de manière plus large, réconciliation de sociétés entre elles et réconciliation de sociétés entre elles à l'intérieur, peut-être que ces excuses sont moins importantes et que le jour où elles arriveront, elles seront moins difficiles à donner et à accepter. On a vu, merci. On a vu deux choses qui me semblent importantes. On a vu avec Emmanuel Macron un président qui est allé plus loin que tous les présidents avant lui dans la reconnaissance de certains faits, en demandant pardon, en disant que le colonialisme était un crime. Et on a vu il y a 2 ans, à partir de février 2019, le Hirak, le mouvement démocratique en Algérie, où les gens sont allés manifester, pas seulement à Alger, mais partout dans le pays, dans les rues. Et ce n'était pas seulement vous le savez beaucoup mieux et vous pouvez beaucoup mieux le décrire que moi, mais des jeunes, mais c'était quand même un mouvement qui était assez large et ancré dans la société. Quand on prend ces deux événements, est-ce que ça donne de l'espoir? Qu'est-ce que l'Irak dit sur la société algérienne et à quel point elle a changé? Et est-ce que le fait que Emmanuel Macron était prêt à dire certaines choses que ses prédécesseurs n'ont pas dit, est-ce que la France, elle aussi, a bougé d'une façon significative? Je ne sais pas, vous voulez... Voilà, d'accord. Oui, alors juste un mot pour la question des excuses. En fait, ce que l'État algérien attend, on dit oui, des excuses, mais ce qui est attendu d'un point de vue étatique en Algérie, c'est que la France puisse pour la première fois déclarer
la responsabilité de l'État français des violences commises au nom de la conquête coloniale. Voilà, clairement. Après, les Algériens et les Français, ils n'ont pas attendu qu'il y ait des excuses pour faire du business, pour avoir des politiques communes de sécurité du Sahel. Enfin, vraiment, c'est pour qu'il y ait toute cette migration algérienne très importante en France, vous voyez. Mais cette question, que ce soit fait au nom de l'État, la responsabilité d'État, il me semble effectivement que c'est très important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le président Macron, c'est quand même le premier président de tous les présidents de la Ve République. Il est très jeune, en fait. Il est né non seulement bien après la guerre d'Algérie, mais il est né en 77, je ne sais pas, ou 78, il a 43 ans. Lui, c'est quelque chose, la guerre d'Algérie, c'est un épisode vraiment qu'il faut clore. Réellement, cette volonté de vouloir tourner la page. Et moi, j'ai appris, en fait, parce que j'ai toujours été très intriguée, parce que je pensais que c'était juste une rhétorique idéologique, je suis le premier président français, allez, c'est terminé, avec moi, tout sera terminé, tout sera réglé. Mais en fait, il a été l'assistant de rédaction d'un philosophe historien qui s'appelle Paul Ricoeur, qui est une de très grandes figures en fait du monde de la vie intellectuelle française, qui a écrit ce livre qui s'appelle La mémoire et l'oubli. Et en fait, il était très jeune. Il a été, je sais pas, il devait avoir 23-24 ans. Il a été son assistant de rédaction. Et autour de Paul Ricoeur, il y avait tout un mouvement d'opinion autour de la revue Esprit, qui fait partie de la gauche catholique anticoloniale des années 50 et 60. C'est important de dire ça. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, Emmanuel Macron rencontre effectivement tout un mouvement intellectuel et philosophique anti-impérialiste, anti-colonial, qui est complètement différent de ce qu'il avait entendu. Et il s'est dit que, oui, c'est quelque chose qui l'a beaucoup, beaucoup influencé sur le plan politique. Et cette idée-là, quand il est arrivé président de la République, c'était quelque chose qui était très important pour lui. Et c'est pour ça qu'il a fait cette commande à l'historien Benjamin Stora sur ce rapport sur la réconciliation franco-allemande. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Franco-algérienne, pardon. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir, qui le distingue un peu des autres présidents de la République qui étaient beaucoup plus âgés et pour qui le logiciel colonial et post-colonial, il n'est pas tout à fait le même, ce logiciel, chez Emmanuel Macron. Ça, vraiment, il faut le savoir. Et donc, cette volonté, effectivement, de tourner la page du colonial, elle est très importante pour lui, même s'il commet des bourdes énormes. Après, il est capable de dire des choses invraisemblables qu'un président de la République ne devrait pas dire. Quand il dit que, la guerre d'Algérie, c'est une rente mémorielle et politique pour le gouvernement algérien. Oui, ça on le sait, mais ce n'est pas à lui de le dire en tant que président en exercice, ni aux diplomates. Nous, les historiens, on le sait depuis très très longtemps. Donc il est capable de commettre des maladresses énormes d'un point de vue diplomatique. Voilà. Comme aussi qu'il a questionné si l'Algérie était un vrai État. Une vraie nation avant la colonisation. Mais c'est énorme quand on est lancé dans une politique comme lui d'apaisement avec l'Algérie, et puis que dit finalement, est-ce que vraiment avant la colonisation l'Algérie c'était une nation ? Voilà, quand on pose des questions comme ça, du coup ça entre la France et l'Algérie, après cette déclaration-là, mais la relation, c'était Air Sibérie, ça a été glacial, ils ont bloqué tous les programmes de coopération, mais ça a été quelque chose de très, très tendu d'un point de vue diplomatique. Et effectivement, il y a une donnée nouvelle en Algérie, justement, Idriss Djebari parlait de cette société civile, de ce qui se passe en fait, nous, en tant qu'individus, parce que nous, au-dessus, on a des hommes et des femmes qui décident pour nous, qui vont parler en notre nom, mais nous, en tant qu'individus, en tant que Français, en tant que Franco-Allemands, Franco-Algériens, etc., ou Algériens, qu'est-ce qu'on a envie ? Effectivement, dans cette société algérienne, dont la très grande majorité n'a pas connu la guerre d'Algérie, où c'est un épisode lointain. Voilà, l'idée, effectivement, c'est on a une jeunesse qui est connectée, elle est comme vous, elle est branchée sur plein d'autres choses, elle aspire à l'ouverture, elle aspire à la mobilité, elle aspire à toute une série de choses, et ils ont au-dessus d'eux un État qui leur dit « Ah non, la guerre d'Algérie, c'est sur ça, cette violence, c'est ça notre matrice idéologique, et si on s'en éloigne, c'est un acte, effectivement, de trahison, etc. » Et on a eu ce mouvement incroyable
incroyable qui s'appelle le Hirak en 2019, où pendant 14 mois, les Algériens, tous les vendredis, sortaient dans la rue et on disait on n'en peut plus de cet État-là, on n'en peut plus de ce régime, on n'en peut plus de ce gouvernement. Et surtout, vous avez aussi confisqué notre histoire et notre indépendance. Parce que vous êtes tout le temps en train de nous parler de notre sacrifice pour l'indépendance, pour la libération, mais vous avez fait quoi de cette indépendance-là ? Depuis 60 ans, nous vivons dans un régime militaro-policier, un régime bureaucratique, liberticide, et on en fait quoi ? Et c'est vrai que c'est cette potentialité-là exceptionnelle que nous avons, qui est une force vive, un moteur puissant de l'Algérie d'aujourd'hui, qu'il faudrait, dans cette relation franco-algérienne, pouvoir mobiliser. Mais elle ne peut se mobiliser que déjà, moi, à mon avis, c'était bien la différence avec la relation franco-allemande, juste accorder aux individus leur mobilité. Juste leur mobilité, c'est-à-dire que s'ils ont envie d'aller faire des études, s'ils ont envie d'aller passer des vacances, si on a envie de faire ces allers-retours entre la France et l'Algérie, que ce soit possible, déjà rien que sans visa. Et là, on n'y est pas encore. Les promesses ont été faites jusqu'à présent, lors du dernier voyage du président Macron, de rendre un peu plus flexible et d'alléger les procédures de visa, mais on n'y est pas encore du tout. Klaus Leggevi, est-ce qu'il y a de l'espoir partant de ce mouvement de l'Irak et que peuvent faire les pays de l'Ouest européens pour le soutenir au-delà sans passer par le pouvoir officiel, politique officiel? Bon, je commence à poser la question, qui bloque la réconciliation qui est possible, toujours? C'est la classe politique en Alger. Et c'est la peur de ce gouvernement français envers la droite française, revanchiste, le Rassemblement national, etc., qui ont une certaine nostalgie, qui instrumentalisent le conflit avec l'Algérie. Alors il y a deux forces politiques qui sont contre. Ce qui concerne la réconciliation sur le niveau de l'historiographie, il ne faut jamais commencer avec un bilan des victimes. Jamais. Le bilan des victimes entre la France et l'Allemagne, disons 60 ou 70, était complètement différent. On ne commence pas avec un même récit, mais c'est le résultat après 10 ans ou 20 ans d'une recherche historique. C'est-à-dire jamais commencer avec des slogans politiques. Il faut des excuses. Idriss a déjà mentionné pourquoi c'est difficile au niveau juridique. Mais quand même, il a dit, Macron a dit c'était un crime. Il faut ajouter c'était un crime contre l'humanité. Il y avait l'amnistie et l'amnésie française dans les années 60. C'est fini maintenant. Les Français savent exactement ce qui s'est passé dans la soi-disant guerre d'Algérie. C'est-à-dire, il y a des difficultés, beaucoup de difficultés, mais on peut avancer quand même. Et le rapport Stora, on commence avec ça. Il y a des propositions très concrètes, symboliques et far-reaching. Qui vont très loin. Il faut peut-être brièvement expliquer ce que c'est le rapport de Benjamin Stora. On l'a mentionné plusieurs fois. Donc c'était suite à la commande de Emmanuel Macron, oui. La demande de faire un rapport sur une possible réconciliation et qui a été rendu en 21, oui. Je crois, c'est ça? Oui, en janvier 2021. Et en fait, il fait 23 propositions, 23 recommandations en disant, voilà, il y a 23 possibilités de mettre en place cette histoire de réconciliation. Mais chez les historiens, ça a fait beaucoup bouger, ça a fait beaucoup de débats, parce que cette question de réconciliation, est-ce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire cette réconciliation finalement entre deux pays qui n'ont jamais cessé leur relation, clairement? Est-ce qu'on est obligé à tout prix de vouloir réconcilier deux pays sur un épisode d'aussi grande violence qu'est la colonisation? Est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu le temps faire les choses?
Est-ce que c'est une obligation? Vous savez, moi je dis toujours, c'est comme dans un couple où pendant 40 ans, voilà, le couple, ça s'est très très mal passé, beaucoup de violence, ils ne se sont jamais entendus, et puis enfin on divorce, ouf. Et puis après on va leur dire, allez, réconciliez-vous. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais cette question-là, ce qui est très intéressant dans le rapport Stora, c'est qu'il propose, effectivement. Moi, je peux en parler parce que je fais partie de l'instance d'application des recommandations Stora, parce qu'à l'Élysée, il y a une instance qui a été créée, qui s'appelle Mémoire et Vérité, et qui voilà, fait du brainstorming et fait des propositions très, très concrètes. Moi, par exemple, pour faciliter la mobilité des étudiants et des chercheurs algériens, voilà, j'ai eu la possibilité effectivement de monter un dispositif qui faisait que les chercheurs algériens pouvaient venir en France, accéder aux archives, travailler sans toutes les difficultés qu'ils avaient auparavant. Mais maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'il ne faut pas que ça passe par cette instance-là. Il faut que ce soit quelque chose d'institutionnalisé, que tout chercheur algérien, tout étudiant algérien qui a envie de travailler sur les archives, parce qu'il faut savoir que les archives d'Algérie, elles sont quasiment toutes en France, et la possibilité de le faire sans passer par une instance particulière qui va lui donner l'autorisation de le faire. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est que juste le début de quelque chose. C'est le tout début de quelque chose qui peut être prometteur, effectivement. Je crois que les réponses algériennes manquent un peu, oui. Parce qu'une réconciliation peut aussi détruire, disons, le narratif de la légitimation du pouvoir algérien. Et la base de ce narratif est l'unanimisme. Les FLN a représenté toute la population algérienne pendant la guerre et toujours dans ce mythe des anciens moudjahidines. Et l'unanimisme, c'est fini parce qu'on sait bien, aussi par des historiens algériens, que ça n'existait jamais, qu'il y avait des ruptures dans le cadre du FLN, qu'il y a des forces politiques qui étaient dehors, les messalistes, etc., etc. C'était beaucoup plus compliqué. Et le conflit franco-algérien était aussi un conflit franco-français et algéroise. C'est important de savoir, et ça est aussi discutable. Même le slogan d'Emmanuel Macron que l'Algérie n'était pas une nation en 1830, c'est discutable parce que c'était pas une nation classique comme vous l'avez appris dans l'école pour le cas de la France. C'est différent. Hein. C'est un peu de la vérité, mais aussi une provocation, bien sûr, surtout pour le nationalisme algérien qui dit « nous sommes une nation unanime, il n'y a pas de conflits entre nous, etc., etc. » Il y a beaucoup de conflits. Un mot sur l'Irak, si je peux me permettre. L'Irak a une relation très compliquée avec cette réconciliation. Vous avez dit ils sont contre le régime, très clair, mais aussi contre la France. Et Macron est un peu le bâton, non, le bouc émissaire. Le bouc émissaire. C'est-à-dire dans les manifestations à Alger, on a eu les slogans contre le régime. Et aussi contre la France, et surtout contre le président. Je crois que c'est un peu difficile. Il faut améliorer aussi les relations entre la société civile algérienne et la France. Et Macron a aussi un peu de raison de dire qu'il y a beaucoup de communautés entre les Français et les Algériens, surtout en France. Et ce n'est pas accepté par le régime algérien. Je crois que l'Irak faudrait se libérer de cet fantasme d'un antagonisme franco-algérien. Je crois que c'était mieux de prendre contact, surtout avec les sociétés civiles en France et en Allemagne et en Europe. Idriss Djebari à Londres, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Oui, il y a beaucoup
Et je pense surtout au fait que parfois on simplifie un peu la réconciliation en se disant que c'est peut-être l'étape finale, alors que moi je vois la réconciliation plus comme une étape qui mène à un travail de longue haleine qui suit ensuite. Il y a eu cette métaphore du divorce et de la réconciliation, mais on ne se réconcilie que si on a l'impression qu'on va avoir une relation qui va durer longtemps après. Et quand, pour revenir un peu au thème de ce panel, quand on réfléchit à la relation entre la France et l'Allemagne, cette réconciliation, elle faisait du sens parce qu'ensuite, il y a eu l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, ce qui ressort des deux interventions d'avant, c'est est-ce que l'Algérie et la France veulent avoir une relation très proche dans les années qui viennent? Je pense que ça ne fait pas tant de sens que ça d'investir tant d'émotions et d'efforts si, en fin de compte, l'Algérie est en train d'essayer de se globaliser sur la sphère internationale et se déplacer en quelque sorte de cette dualité qui existe avec la France, sachant qu'il y a des liens qui sont intenses comme la migration, la diaspora, les liens économiques. Et je pense que peut-être on devrait approcher la question de la réconciliation de manière plus holistique, non seulement se dire qu'il faut des excuses et il faut une reconnaissance et il faut réécrire l'histoire, mais en fait qu'ensuite, dans les décennies qui vont suivre, on va mettre un projet commun. Et si les deux parties n'ont pas l'appétit pour mettre en place ou mettre les efforts pour cette relation, peut-être qu'il faut baisser en quelque sorte les attentes et ne pas chercher ou constamment être cette optique-là. Et bien sûr, je rejoins l'intervention d'avant. Je pense qu'on retourne toujours à la question de la politique et qu'est-ce qui vient après la réconciliation pour ces gens qui dépendent tant que ça de ce narratif, d'une part comme de l'autre d'ailleurs. Il y a en tout cas, on l'a déjà mentionné, des intérêts en commun dans des projets économiques, dans une coopération économique qui existe en partie, mais que l'Algérie voudrait aussi bien élargir. Donc, à la fois, elle essaye de se rendre plus indépendant en faisant des coopérations économiques aussi avec d'autres pays, l'Allemagne, la Russie, mais on vit actuellement une situation qui est une situation d'exception avec la crise énergétique. Et dans cette crise énergétique, l'Algérie pourrait jouer un rôle très important, à la fois par la richesse de gaz qui est dans le pays, mais aussi par l'énergie solaire qu'elle pourrait livrer une fois qu'il y a là aussi une transition énergétique à faire. Donc, est-ce que c'est une chance? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que Klaus Leggevi, l'Allemagne, qui, dans l'énergie solaire, tout ça, fait des efforts et dans les énergies renouvelables depuis longtemps, pourrait jouer là aussi, dans un triangle, un rôle? Ce serait peut-être intéressant qu'on parle de cet aspect-là avant d'ouvrir la discussion avec vos questions, et j'espère que vous en avez plein. Oui, enfin, je ne sais pas Oui, alors moi, je me dis toujours que les régimes autoritaires ont toujours des chances insolentes. En Algérie, quand il y a eu le Hirak, ça a déstabilisé complètement les institutions étatiques sur place. Ça a été quelque chose, un vrai séisme, parce que ça a été le plus grand mouvement social et politique critique à l'égard du régime depuis 1962. C'est vrai, et quelque chose qui a été d'un consensus national à l'échelle du territoire. Manque de peau, la pandémie coronavirus, un an après, pom, ça suspend les choses, et au bout d'un an, il y a un dispositif de répression absolument terrible. Il s'avère qu'à ce moment-là aussi, on a une hausse incroyable donc, des prix des hydrocarbures, donc qui remonte à la hausse, parce que la force aussi de l'Algérie, c'est quand même sa rente pétrolière. Elle a un modèle économique un peu mono-activité, qui est celle donc, de l'exportation des hydrocarbures. Et cette hausse extraordinaire donc, du baril de pétrole redonne au régime politique effectivement de la stabilité et de la force. Et nous avons la guerre en Ukraine, avec toute la question des approvisionnements justement de l'énergie. Et pour le coup, l'Algérie revient sur la scène internationale avec une force mais vraiment très très importante, et elle ouvre
complètement ces partenariats en disant qu'elle est un partenaire véritablement fondamental aujourd'hui, en tout cas dans le sud de la Méditerranée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui la replace sur l'échiquier géopolitique mondial de façon extrêmement intéressante. La deuxième chose, c'est que par rapport à l'Allemagne, la relation entre l'Algérie et l'Allemagne, c'est une relation un peu ancienne, véritablement, parce que dès qu'il y a eu les premières luttes anticoloniales et indépendantistes, l'Allemagne avait déjà reconnu les militants nationalistes dès 1956-1957, bien avant qu'il y ait l'inauguration du gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc il y a ces filières-là de soutien et de solidarité entre l'Allemagne et l'Algérie qui sont un peu paradoxaux, ces soutiens, puisque l'Allemagne était en même temps un allié privilégié de la France. Donc c'était quelque chose d'un peu particulier. Et là, pour le coup, l'Algérie vis-à-vis de l'Allemagne se présente aussi comme une offre de ressources de ressources vertes, je dirais, véritablement, puisqu'elle a un potentiel très très fort en énergie éolienne et solaire, et elle attend de l'Allemagne qu'elle l'accompagne d'une certaine façon dans sa transition énergétique. Donc là, il y a toute une série d'accords qui se sont mis en place. Il y a d'ailleurs un accord de 2015 à 2022 qui préparait justement cette transition énergétique algérienne, mais qui n'a débouché en fait sur rien pour l'instant. Enfin, d'après mes connaissances, il n'y a pas de réalisation particulière. Sachant que le pays voisin à l'Algérie, quand même, qui est le Maroc, qui est un peu son ennemi héréditaire, d'une certaine façon, a sur le plan de l'énergie solaire, mais des kilomètres et des kilomètres d'avance, puisque la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique, elle est dans le sud, à Ouarzazate, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et le potentiel solaire, d'énergie solaire du Maroc n'est pas celui de l'Algérie. Donc là, pour le coup, il y a effectivement ces propositions et ces ouvertures où l'Algérie devient un partenaire extrêmement privilégié de l'Allemagne, sachant que l'Allemagne a une très longue expérience justement des modèles d'énergie alternative par rapport au gaz et au pétrole. Rajouter un peu, je suis absolument d'accord, ce qui concerne les chances qui sont détruits par un dialogue stérile sur la guerre. Je crois que l'Irak n'a pas de programme de transition. C'était nécessaire d'avoir un programme politique de transition, exactement de cette direction. Que faisons-nous après le régime actuel? Alger-Maroc, c'est un problème, le Sahraoui, etc. Et je crois qu'il est difficile si un jour le président français va à Alger pour parler sur le gaz et notre ministère des Affaires étrangères va en Algérie pour discuter Wasserstoff. L'hydrocarbure Non, Wasserstoff. L'oxygène... oui. Disons des énergies renouvelables pour le long terme. Il faudrait une action européenne commune et bien organisée. Il y a peu d'engagement allemand. Il y a 2 ou 3 personnes dans notre ministère de l'économie et du climat qui vraiment sont spécialisés sur l'Algérie. Ils ne savent rien. Les Allemands ne savent rien sur leur histoire. La triangle franco-allemand, algérien débute des années 50. C'est-à-dire il y avait des porteurs de valises allemands qui ont soutenu le Front de Libération Nationale, mais les Allemands ne savent très, très peu sur c'est-à-dire la triangle est très vieux et on peut recommencer maintenant. Il y a un problème avec la guerre en Ukraine, que l'Algérie est un peu l'allié de Poutine sur la scène internationale. L'Algérie n'a pas signé la déclaration à l'ONU. L'Algérie est toujours neutre en ce qui concerne les 2 blocs, mais aujourd'hui, l'Algérie faudrait vraiment s'installer à côté des pays qui luttent pour l'indépendance de l'Ukraine.
les Russes ont contribué beaucoup dans la livraison de l'armement, exactement. Et aussi, ils ont, disons, donné un certain modèle d'industrialisation qui vraiment sert le régime à Alger, c'est-à-dire les industries industrialisantes. C'était un peu le modèle stalinien, si tu veux. Et l'Algérie a besoin d'un autre modèle économique après l'État rentier. Idriss, avant d'ouvrir la discussion dans la salle, est-ce que ces relations et la coopération économique représentent aussi un levier pour les pays européens d'exiger le respect de certaines valeurs par le pouvoir algérien, ou est-ce que c'est trop illusoire ou naïf comme espoir? Alors, deux choses par rapport à cette question-là. La première, c'est celle de la conjoncture. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux comme moi, vous avez dû voir pas mal de memes, comme on dit, pas mal de blagues par rapport à la visite de Macron récemment à l'Algérie et le rôle que le gaz joue justement qui a motivé ce rapprochement-là. Donc je pense que la conjoncture et le rapport de force en ce moment ne va pas dans le sens de l'exigence tant que les prix de l'énergie sur le marché mondial sont là où elles sont. Et on a vu ça, pas uniquement avec l'Algérie, mais avec d'autres pays du Moyen-Orient et du monde arabe, l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui profitent de cette occasion pour prendre les dessus dans les relations politiques internationales. La deuxième chose, c'est lorsqu'on parle de ces accords économiques, de ces opportunités d'échange, on regarde la vue par le dessus, le chiffre d'affaires total, mais on réfléchit moins à la manière dont ces bénéfices sont distribués dans la société. Est-ce que ces avantages sont capturés comme une rente par des personnes qui sont très proches, par exemple, du système politique, ou alors est-ce qu'elles sont distribuées de manière plus large dans la société afin qu'elles encouragent ou qu'elles créent une dynamique d'entrepreneuriat ou une dynamique justement de désir de changement? Je n'ai pas de détails en particulier, mais je pense que si l'Union européenne voudrait réfléchir à ça de manière plus proche, il faudrait non seulement qu'elle pense en termes de levier par rapport à l'État, mais qu'elle mette en place des projets qui soient imaginés de manière un peu plus intelligente, ou alors que les avantages soient distribués dans la société de manière plus large. Je sais que c'est assez difficile, surtout face aux lois d'importation, d'investissement, mais c'est une conversation qu'il faudrait avoir de manière plus régulière. Merci. Bon, j'espère qu'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux intervenants, par rapport à ce mouvement démocratique, ou simplement aussi sur la vie des jeunes Algériens? Les questions peuvent être vraiment très simples, hein. Il ne faut pas des questions universitaires super compliquées. Donc, si vous en avez, il y a le micro là-bas. Il faut toujours un premier qui ose. Ou une première. Ou une première, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas si longtemps que ça, Emmanuel Macron il a mis en place une subvention pour les harkis qui sont passés par des camps de transit en 1962. Est-ce que ce n'est pas une façon de freiner les réconciliations, de venir en aide à une population qui sont considérées par des traîtres comme l'Algérie? Ah oui, oui. Effectivement, il y a une haute instance à l'indemnisation des harkis maintenant, donc qui a été mise en place, qui vient de s'achever d'ailleurs. J'explique rapidement. Vous savez, les harkis, quand ils sont arrivés en 62, donc ces combattants algériens qui se sont battus aux côtés de la France, ceux qui sont restés en Algérie ont subi des sévices épouvantables, donc ils ont été assassinés, tués. Et à la dernière minute, la France, vous savez, elle a fait comme les singes, hein, je vois pas, je regarde pas et je parle pas. Et quand elle a vu que c'était terrible, donc les a, en fait, d'une certaine façon, exfiltrés donc sur le territoire français. Et pendant des années, ces harkis, avec leurs familles, il y en a eu plus de 70 000, ont été mis dans des espèces de camps, en fait, ce que j'appelle des réserves d'Indiens. On les a laissés là pendant les années 70 et 80, et c'est la deuxième génération des harkis qui a décidé vraiment de soulever un peu la chape de plomb et en revendiquant que c'était des conditions d'accueil et de vie absolument inadmissibles. Et donc,
s'est mis en place en France une espèce de réinsertion des harkis dans l'idée de la nation française. Et aujourd'hui, le harki, qui était le personnage qu'on ne voulait pas voir invisible, devient un héros, puisqu'en fait, c'est quasiment les harkis sont quasiment les derniers combattants, en fait, qui permet que le secrétariat d'État aux anciens combattants existe. Il y a les harkis et puis les appelés du contingent, quelques-uns un peu de la guerre d'Indochine. Et donc, ces harkis, eux, ont été indemnisés, mais on vient de mettre en place une autre instance d'indemnisation où on va faire une réparation par rapport aux préjudices subis dans les camps des gens qui ont vécu dans ces camps-là, notamment quand ils étaient enfants. Donc, pas simplement les gens qui sont partis de leur pays, mais leurs enfants et parfois leurs petits-enfants quand ils sont restés dans ces camps-là, parce que le préjudice subi a été très, très vite. Il y a eu une déscolarisation, il y a eu des choses assez dures à vivre. Alors, pour répondre à votre question, oui, il faut le voir à double échelle. À l'échelle française, c'est juste reconnaissance au service dû à la nation pour une catégorie de combattants qu'on va enfin reconnaître dans leur préjudice historique. Ça, c'est une chose. Et je pense qu'aujourd'hui, la loi française, il y a un dispositif législatif qui est extrêmement complet pour la reconnaissance du combat des harkis et de leur sacrifice au nom de la nation française. Du côté algérien, je suis bien d'accord avec vous, ça passe absolument pas, parce que c'est à contre-courant de la représentation qu'on a du harki, qui est traître à la nation algérienne. Et on vous dit, ah ben voyez, c'est confirmé. Ils sont bien traîtres à la nation algérienne puisqu'ils sont considérés comme étant des héros de la nation française. Et non seulement ils sont considérés comme des héros de la nation française, mais en plus, on va les indemniser, on leur donne des réparations. Et en plus, ils ont une position dans l'État français, dans la représentation de la nation française, extrêmement valorisante. Mais oui, on est dans ces paradoxes-là. Mais là, ça répond à... En même temps, je pense que du côté français, ils sont très cohérents. Côté étatique français, on est très cohérents. On rend aux héros des guerres le fait que la France est reconnaissante pour bons et loyaux services. Mais ça ne va pas faciliter les choses, ça, je suis bien d'accord. Alors, il y a une perspective anticoloniale et une perspective postcoloniale. C'est-à-dire, c'est la différence. L'Algérie, il faudrait reconnaître la situation de ces gens-là dans une perspective postcoloniale. C'est-à-dire, il y a une solution. Et la solution, vous savez où elle est? Parce que nous, on a des collègues qui ont travaillé sur ces questions-là. C'est qu'on a maintenant des enfants de harki et des petits-enfants de harki qui retournent en Algérie, qui redemandent leur passeport algérien, qui se réapproprient cette identité perdue par une guerre. Parce que la guerre, elle est terrible, hein, elle vous fait basculer d'un côté ou de l'autre. C'est des victimes collatérales comme d'autres, et qu'il y a eu très peu de harki qui ont fait allégeance à la France, vous savez, comme les collaborateurs français à l'égard de l'Allemagne du Troisième Reich. Ce n'est pas du tout le même type de perspective idéologique. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, que ce soit les descendants de harki qui se réapproprient la nationalité de leur père ou de leur grand-père, ça fait que le lien n'est pas rompu du tout. Et c'est sur ça, quand on parlait des sociétés civiles, c'est un des segments sur lesquels on peut jouer aussi et mobiliser, par exemple. Que les enfants et les petits-enfants de harki soient des relais de transmission de fraternité franco-algérienne au nom de cette guerre-là. Et ce n'est pas paradoxal. Et j'ajouterai juste un dernier point, de mettre ces expériences-là sous forme de films ou de documentaires, ça permet leur diffusion pour mieux les connaître et pour construire cette empathie qui manque en ce moment. D'autres questions? Est-ce que vous pensez, donc admettons, la France se réconcilie avec l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait beaucoup de conséquences au niveau économique ou social, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y aurait beaucoup de conséquences pour la France? Si la France se réconcilie. Mais elle est déjà réconciliée, moi je pense. Enfin bon, pour moi, cette question de réconciliation, elle est purement idéologique en fait. Voilà. Le souci,
je vais vous dire, parce que ça bloque aussi bien du côté de l'Algérie et de la France, mais pas pour les mêmes raisons. Et Macron l'a très très bien dit. Un des soucis qui peut se poser au niveau de la société française et des classes politiques françaises, c'est que par exemple, si on a une levée du visa pour les Algériens, c'est qu'on ait une circulation des Algériens énorme en France et qu'aujourd'hui, la France, elle est passée à un modèle d'immigration choisie. C'est-à-dire, on veut bien de certains Algériens, mais pas n'importe lesquels. Et il l'a très très bien dit, Macron, là-dessus. Donc cette question-là, effectivement, est-ce que ça va changer? En fait, moi je pense que la réconciliation, elle ne changera rien du tout. Parce que, je veux dire, les gros contrats économiques entre les Algériens et la France ont toujours eu cours. Toute une série de choses, vraiment de conseils militaires, d'expertise militaire, de formation des uns et des autres qui se font en France ou en Algérie, ça ne pose aucun souci. Je ne pense pas que ça changera les choses. Vraiment dans cette réalité pragmatique. Par contre, symboliquement, et je reviens toujours à cette histoire, si l'État français décide enfin de reconnaître la responsabilité de l'État de toutes les violences commises pendant la colonisation et pendant la guerre d'Algérie, symboliquement, ça va un peu débloquer les choses. Mais curieusement, il y a une partie de l'état-major militaire algérien qui n'en veut pas. Parce que si la France déclare ses excuses en disant oui, on a fait effectivement, c'est de la responsabilité, du côté de l'état-major militaire qui ne vit que sur cette question de légitimité révolutionnaire et de la guerre, c'est un os à moins à ronger. Parce qu'une très grosse partie des élites politiques algériennes et militaires ne se renouvellent que sur l'héritage révolutionnaire et l'héritage du sacrifice de la guerre. Si la France dit « Ok, vous avez raison, mea culpa », on prend acte de ce qu'on a fait et on s'excuse au nom de l'État français, il n'y aura plus cette chose, cet argumentaire fondamental politique pour les élites algériennes. Vous voyez comme quoi c'est pas évident. Je rappelle juste une chose, que le rapport Stora, il aurait dû y en avoir 2. Parce que c'était une idée entre le président Abdelmajid Tebboune, le président algérien, et Emmanuel Macron. Macron a dit « Ok, de notre côté, on fait le rapport, et vous, de votre côté, vous en faites un. Et après, on met les 2 sur la table. » Le rapport algérien, il n'a jamais été produit. Mais jamais. Ils ne se sentent pas du tout concernés. Donc, est-ce que vous imaginez que quand vous avez un président de la République qui s'engage avec un autre président de la République en disant oh, « je vais fournir le rapport algérien » et il ne le fournit pas. D'après vous, ça veut dire quoi? Il y a des tas de questions. Hein. C'est la question, voilà, on peut faire un quiz là-dessus. Hein. Donc ça veut bien dire qu'il y a une partie, une résistance très forte donc, des instances dirigeantes algériennes sur ces questions-là. La France, elle a rendu sa copie, il n'y a aucun souci. Il y a même une instance qui s'appelle Mémoire et Vérité qui s'est montée en place. On a monté un certain nombre de choses, mais du côté algérien, c'était non avenu. Idriss, aucun changement si, dans les relations économiques, dans la coopération économique, il pourrait y avoir des projets phares, comme il y a souvent après ces accords, pour illustrer qu'on avance. Franchement, moi, je suis de l'avis de ce qui vient d'être dit. Je pense d'une part d'abord que les gens sont déjà réconciliés. D'autre part que le plus grand changement, c'est qu'il faudra maintenant trouver autre chose, un autre sujet de débat ou de polémique. Et on sait très bien qu'on adore les polémiques. Et le seul changement peut-être, c'est si, et là je retourne encore une fois à l'exemple franco-allemand, si les partis décident de concrétiser la réconciliation par des projets phares. Je pense notamment qu'on aime bien construire des grands projets symboliques. La mosquée d'Alger, par exemple, en fait partie, ces espèces de projets pharaoniques auxquels on peut toujours, sur des monuments en quelque sorte, à un moment historique. Donc peut-être que s'il y a des voix un peu visionnaires qui se disent on va mettre en place un grand package, quelque chose qui ressemblerait à la communauté de charbon et d'acier, pour reconstruire des liens, pour mettre en place un écosystème économique. Mais bon, ça revient, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, au niveau de l'utopie, mais peut-être qu'on a besoin d'utopie pour arriver quelque part. Donc, pour résumer en quelque sorte, je pense que
Comme les choses le sont maintenant, on risque pas de voir du changement, mais peut-être que ça rendrait possible quelque chose d'original et d'utopique comme un grand projet qui mettrait les deux économies ensemble. D'autres questions? Certainement en avoir. Est-ce qu'il y a une reprogrammation prévue du mouvement militant contre le gouvernement qui a été arrêté par le Covid? Pardon, je sais pas Une entendu. reprogrammation du mouvement militant. Du mouvement du Hirak? Ouais, c'est ça. Ah non. C'est pas prévu de... Le Hirak a été suspendu en mars 2020, donc par les manifestants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'interdiction par l'État. Moi, je me suis toujours interrogée. Nous avons face une pandémie mondiale. On sait qu'elle était très grave dans ses premières formes. Des millions de gens sortaient tous les vendredis. Regardez, hein, y a plein de vidéos. Franchement, regardez, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et on n'a pas eu une décision d'État en disant « Oh là là, pour cause sanitaire, il faut arrêter. Ne serait-ce que pour cause sanitaire, il faut arrêter. » Ils ne l'ont pas dit. Moi, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que ce soit les manifestants eux-mêmes qui ont suspendu leur mouvement parce qu'eux-mêmes ont réalisé le danger qu'ils prenaient. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours fascinée. Est-ce que finalement, l'État se dit qu'ils sortent tous les vendredis, finalement, ils vont s'auto-contaminer, ils vont tous tomber raides dans un coin. Et peut-être qu'on peut imaginer, hein, c'est toute une série de choses comme ça. Là, pour l'instant, non. Alors, pour répondre à votre question, il ne se reconfigure pas parce qu'il y a un dispositif de répression qui fait qu'il y a des milliers de détenus d'opinion politique qui sont en prison par rapport à ça. Des journalistes, des gens qui étaient sur YouTube, sur Facebook, etc., qui ont fait qu'ils sont arrêtés. Par contre, ce Hirak est très intéressant pour la société algérienne, c'est que les Algériens ont appris à sortir dans la rue. Vous savez qu'ils ne sortaient plus dans la rue depuis... parce qu'il y avait une interdiction d'occuper la rue avec une loi de 2001 qui était donc liberticide dans la mobilité des gens. Et en sortant pendant 13 mois, tous les vendredis, les gens se sont rencontrés, ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont partagé leurs expériences. C'était très, très différent, hein, parce qu'ils étaient tous d'accord pour faire tomber le régime en place, mais ils avaient des opinions politiques très différentes quant à leur avenir. Ce n'était pas tout à fait. Et donc, il y a cette citoyenneté politique qui a été apprise au contact des gens dans la rue et qui est une toute première dans la vie politique des Algériens. Parce que la citoyenneté politique, elle n'existait pas. Comme disait Klaus tout à l'heure, les Algériens, ils sont tous unis dans un combat héroïque pendant la guerre d'Algérie et ils sont tous d'accord pour que l'armée soit la garante de leur sécurité. Point final. Et là, on découvre une Algérie, une société civile extrêmement dynamique, créative. D'ailleurs, quand vous regardez les images, elles sont étonnantes parce qu'il y a de tout. Il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des gens qui sont extrêmement modernes dans leur façon de s'habiller, d'autres beaucoup plus conservateurs. Donc, on a une diversité de la société algérienne qui apparaît au sein même des gens eux-mêmes qui découvrent ce qu'ils sont, parce que ce régime politique depuis 1962 a toujours fait en sorte de distiller la méfiance et la suspicion envers les concitoyens. Et là, c'est une expérience politique majeure qui, à mon avis, va travailler la société algérienne sur la durée. Ça, c'est capitalisable, par contre. Mais pour l'instant, on n'a pas de reconfiguration, malheureusement. Et il faut dire que le gouvernement actuel, avec le président Tebboune, a en quelque sorte aussi capturé le mouvement de l'Irak en disant qu'on a nommé ceux qui ont participé, font partie du gouvernement, et en parallèlement, ils ont établi un appareil très répressif par rapport à ceux qui se dirigent contre ceux qui continuent à contester. Puisqu'il y a eu des élections en décembre 2019, ce qu'on n'a pas mentionné, suite au mouvement.
Mais par contre, il n'y a eu pas de candidat de ce mouvement qui a pu se présenter comme candidat présidentiel. Et à ma connaissance, ce mouvement a souffert aussi du fait que c'était si hétérogène, mais qu'ils n'ont pas été capables de mettre en avant un porte-parole, un appareil, un conseil, enfin, qui aurait pu formuler les demandes. Donc, oui. Il y a une raison pour ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes au lycée, j'imagine, entre la seconde et la terminale. Vous avez des cours, je ne sais pas, le minimum de la sociologie politique quand on analyse les mouvements sociaux, quel que soit. La même chose pour le mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez, ces mouvements revendicatifs très, très en colère et on ne voit pas émerger de leaders. D'accord ? C'est-à-dire c'est horizontal, c'est super bien organisé, mais on est tous d'accord avec un objectif commun, mais il n'y a pas de leader qui émerge. Ça a été ça pour le Hirak. Et pourquoi il n'y a pas eu de leader qui émerge ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de force politique qui existe, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'on est dans un système politique qui, depuis 60 ans, a fait en sorte que toute force représentative de la population ne peut pas émerger. On a supprimé la force politique des partis, on a vidé les médias de leur contestation politique et critique, on n'a pas de syndicats. Vous savez que normalement dans une société, vous avez comme ça des relais de pouvoir qui vont représenter la société. Là, il n'y en a pas. Et à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a émergé ou une force politique qui a émergé, le génie politique algérien, comme d'ailleurs marocain à côté, c'est de neutraliser ces forces et de les ramener au cœur du pouvoir dans une opération de corruptibilité. C'est-à-dire qu'on va leur proposer des postes. Alors oui, c'est magnifique, on va vous reconnaître, on va vous offrir tel poste, on va vous offrir telle rente, etc. Et donc, il y a de la corruptibilité. Et donc, le Hirak, à chaque fois qu'il y a eu des personnes qui ont émergé, c'était suspicieux, parce qu'ils vont se dire, ah, celui-là, il va être neutralisé. C'était à la fois sa force et sa faiblesse, puisque aucune force représentative n'a pu être émergée, et le pouvoir algérien a énormément joué là-dessus. Ça, c'est le b.a.-ba quand vous apprendrez les ressorts des mouvements politiques, quels que soient les ressorts dans le monde. C'est une des stratégies de l'État autoritaire, c'est de neutraliser la force contestataire qui émerge systématiquement. Brièvement, Idriss, est-ce que l'Irak a des chances de pouvoir réémerger d'une façon ou d'une autre, ou ce changement dont parlait Karim de structure de la société, est-ce qu'il va se faire sentir dans les années à venir ? Merci. Moi, je réfléchis à ça aussi de manière régionale et de manière historique. On a eu ces 10 dernières années le mouvement des printemps arabes qui a fait en sorte que les pays de la région se sont inspirés les uns les autres. Et le fait que la Tunisie, on en parlait comme cette espèce d'exception dans la région d'un pays qui avait fait sa transition démocratique et qui tenait, malgré le fait que la population tunisienne a été dépolitisée pendant tout le régime de Ben Ali, et ensuite qu'elle a pu aller outre les divisions idéologiques pour changer de constitution, avoir des élections, changer de président, jusqu'à l'été dernier, et que maintenant, on s'est un peu, si on voit un peu les discussions internationales, on s'est un peu résigné au fait que peut-être l'exception, l'expérience tunisienne s'est terminée. Je pense que, sachant que les pays se regardent les uns les autres, les sociétés civiles s'inspirent les unes les autres, peut-être qu'il y a une raison d'être un peu pessimiste plutôt qu'optimiste, qu'on va peut-être traverser une période, sauf s'il y a un événement assez exceptionnel qui risque de changer un peu le script et nous donner une raison d'espoir. Mais pour le moment, je partage l'avis de mes collègues qui est d'émettre un peu de pessimisme quant au mouvement du Hirak, sans pour autant négliger le fait qu'il y a eu des changements profonds, structurels, qui pourront eux-mêmes fleurir et donner d'autres résultats qui nous apporteraient de l'optimisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y en avait là. Selon vous, par rapport aux personnes influentes, que ce soit en France ou en Algérie, avez-vous des idées par rapport à ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent apporter pour s'unifier entre eux ou se rapprocher entre eux ? Idriss, vous voulez répondre ? J'aurais besoin d'une minute ou deux pour y réfléchir. D'accord. Un de vous deux.
Enfin, moi, je suis souvent de l'autre côté de la Méditerranée, dans ces pays, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est ce que je vois dans les sociétés. Je vois de la créativité artistique dans l'art contemporain, dans la musique, dans la chorégraphie. Je vois des associations extrêmement dynamiques, par exemple, sur toute la question environnementale. Ce sont des associations d'alerte qui font des choses invraisemblables. Je vous donne juste un exemple. En Algérie, si on n'a pas encore l'exploitation du gaz de schiste, c'est parce que les associations locales bloquent et font des opérations assez extraordinaires pour leur dire surtout pas d'exploitation du gaz de schiste, parce qu'on sait très bien les effets écocides que ça a. Donc, on a sur place des choses vraiment extraordinaires. Et moi, il y a une chose qui me rassure, même si je suis assez pessimiste sur cette capacité incroyable qu'ont les États autoritaires à se reproduire, c'est la créativité artistique. Parce que la créativité artistique, pour moi, c'est réellement le seul espace de liberté absolue. Pour pouvoir créer, pour pouvoir être inventif, il faut être libre dans sa tête. Et quand on voit notamment les scènes artistiques maghrébines, elles sont juste exceptionnelles. Voilà. Et avec cette capacité qu'a Assad Jeunesse à avoir un regard aussi très critique sur leur régime. C'est pas des benets, c'est pas des gens à qui on peut dire n'importe quoi, parce que c'est une jeunesse qui est connectée, elle est comme vous. On va pas vous raconter n'importe quoi à vous. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc, pour moi, ce qui est très, très important, c'est la question de la formation et de l'éducation. Elle est incroyablement essentielle. Et je suis à la fois optimiste pour ça et en même temps pessimiste, parce que quand les régimes autoritaires mettent en pratique leur opération de propagande, ils ont des ressources incroyables. Je vous donne juste un exemple. Après le Hirak, qu'a trouvé à faire l'État algérien? Je vous le donne en 1000. Voilà. Alors que le Hirak était extrêmement critique en disant « mais nous, on a envie d'avoir d'autres récits du passé, vous nous avez confisqué notre indépendance, etc. » Ils ont mis en place, avec des moyens, ça a coûté des milliards, une télévision qui s'appelle Dekira, qui veut dire mémoire. Dekira fait quoi? C'est comme France Info, 24 heures sur 24. Elle tourne en boucle et elle va rééduquer le peuple algérien a sa propre histoire, parce que cette histoire, elle lui a été confisquée par les Marocains, par Israël, par la France, etc. Et il y a une propagande historique hallucinante avec des moyens incroyables sur les réseaux sociaux qui est mise en place. Et moi, je m'interroge et je me dis, quand on a une société civile aussi inventive, aussi créative, aussi jeune, aussi critique, et qu'on a un État aussi autiste et qui vous met une chaîne nationale qui s'appelle Dekira, revenons à la gloire de nos anciens combattants et on va vous expliquer exactement comment c'est l'histoire. Quand ces jeunes peuvent apprendre l'histoire ailleurs, interrogeons-nous sur les deux logiciels en concurrence. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fascinant à observer. Et on peut mentionner Soul King et d'autres rappeurs qui sont très importants de cette... Ben oui. Ah oui, alors la scène du rap maghrébin, elle est juste incroyable aussi. Ouais. Vous avez encore eu une idée, Idriss Oui, alors l'idée des rencontres, pour moi, elle est exceptionnelle. J'ai eu le plaisir en octobre de l'année dernière d'être à Tunis avec, je pense qu'il y avait 10 de chaque pays, avec l'Allemagne et la France aussi. Et je pense que mettre en place une structure qui permettrait pour que ces jeunes aillent trouver cette autre histoire et renouer ces liens et continuer et former ces solidarités qui n'existent pas ailleurs, pour moi, ça serait le début. Et au niveau individuel, qu'est-ce que vous pouviez faire là où vous vous trouviez? Peut-être juste d'encourager à mettre en place ces structures, sachant qu'on bloque encore en termes de visa, de circulation, mais aussi juste d'imagination et de cet horizon de pensée, de se regarder les uns les autres, de se chercher les uns les autres. Donc, pour moi, c'était une expérience exceptionnelle et j'encouragerais d'autres à en faire partie ou de créer ces structures-là. On aurait encore le temps pour une question, s'il y en a. Une dernière.
question des langues. La question de la langue? Oui. Ce serait laquelle? Moi, là, pour le coup, parce qu'on se recentre, on revient sur la France. La question des langues, moi, il me semble qu'elle est importante parce que dans cette question de réconciliation dont on parle depuis tout à l'heure, il y a un élément en Algérie, alors que Macron vient de partir, ils se sont fait des grandes promesses, il y a eu des grandes accolades amicales, etc. Juste après, que fait l'État algérien? Décide que le français ne serait pas la première langue étrangère apprise. Donc, parce que ça, en Algérie, vous avez l'arabe et puis le français, qui est la première langue, on l'apprend dès le primaire par les élèves. Donc, elle a été supprimée, c'est l'anglais maintenant. Donc, il y a une loi qui fait que l'anglais devient la communication. Moi, je dois partir en Algérie au mois de novembre et j'ai reçu mon invitation en anglais. C'est quand même sidérant parce qu'en général, soit je la reçois en arabe, soit je la reçois en français. Là, je l'ai reçue en anglais. Je me suis dit, ça y est, c'est parti pour un tour. Et c'est parti pour un tour. Surtout parce que la France, qui est quand même la langue française en Algérie, c'est une langue nationale. Quasiment tout le monde parle français, parfois pas très très bien, mais tout le monde la comprend, on va dire ça comme ça. Et donc, et je fais le parallèle avec la langue arabe en France, dans l'éducation nationale, où la langue arabe est une langue considérée comme une langue rare, comme une langue très rare, comme une langue un peu répulsive, un peu connotée, un peu ghettoisée, parce que l'arabe, c'est la langue de la radicalisation, c'est la langue de l'islam, oui, ça fait mal, c'est la langue, certainement pas une langue d'ouverture vers la littérature, vers la poésie, vers les sciences, une langue académique. Et ça m'interroge parce que du coup, des deux côtés, nous avons une politique de répulsion envers la langue de l'autre. Et l'arabe, c'est une langue qui est parlée par plus de 8 millions de personnes en France, qui est enseignée dans l'éducation nationale, qui fait l'objet de concours, de CAPES, d'agrégation, qui est une langue de savoir. Et du coup, je m'interroge sur cette répulsion qu'on a sur la langue de l'autre, à un moment où on est en train de parler de réconciliation, de fraternité, de rapprochement des deux pays. Voilà, pour moi, c'est un paradoxe. Donc, vous qui êtes en France, en lycée français, je ne sais pas si l'arabe est enseigné dans vos lycées, parce que ce n'est pas enseigné dans tous les lycées. Voilà, soyez très, très attentifs, s'il vous plaît, à la rhétorique franco-française autour de la langue arabe qui est connotée avec la langue de la radicalisation et de la violence islamiste, s'il vous plaît. On s'approche de la fin. On s'est éloigné de l'Allemagne au cours de la discussion, mais je crois qu'on a compris qu'il y a... on ne va pas faire une conclusion, mais je crois qu'on peut dire qu'il y a des exemples très concrets de cette amitié et relation franco-allemande qui pourraient servir aussi dans des relations franco-algériennes. Et puis, il y a peut-être aussi un rôle pour l'Allemagne de faire avancer au niveau économique certains projets et coopérations franco-algériennes allemandes, peut-être spécialement dans le secteur de l'énergie. Je voudrais, si jamais, je ne sais pas à quel point vous vous intéressez à l'Algérie, mais je voudrais réattirer l'attention sur les livres qui ont été écrits et publié par l'Office franco-allemand de la jeunesse. Idriss peut le montrer encore une fois pour que vous voyez le titre, et vous pouvez l'avoir par l'Office de franco-allemand de la jeunesse, je crois. Je vous remercie d'avoir été si patient, je vous remercie pour vos questions et simplement d'avoir été là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et merci à vous d'avoir été là et à Idriss d'avoir été présent de Londres. Merci.